Submergé par ses émotions, avoir parfois des réactions excessives. On parle bien sûr d'hypersensibilité, longtemps incompris. Aux hypersensibles. Benji l'a dit, on doit parler d'hypersensibilité. Que l'hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est de ressentir des émotions en multiplié. Touché partout et par rien. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est voilà, quelqu'un qui passe par la rue, un mur, une peinture, c'est ça en fait en réalité. Tout ce qui vous rend vivant. Aujourd'hui, c'est vraiment être en proie à ses émotions, passer d'un tout à un rien. Hello, je m'appelle Lucie et aujourd'hui je réalise pas ce que je suis en train de faire un documentaire sur l'hypersensibilité, cette chose qui m'a longtemps, on va dire, handicapée dans la vie de tous les jours, et aujourd'hui d'en faire une force et de vous en parler ce soir ou le matin ou l'après-midi, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. C'est un réel pas et merci d'en faire partie. Vu que je ne savais pas gérer mes émotions, j'avais un surplus et je n'arrivais pas à extérioriser, et du coup je pleurais très souvent, j'allais très souvent à l'infirmerie et l'infirmière ne savait même pas vraiment quoi faire parce que en soi c'est pas de maladie, et heureusement, et ouais, elle comprenait pas trop et elle n'arrivait pas, elle savait pas trop comment m'aider. Et vraiment la personne à qui on ne pouvait rien dire, celle qui pleurait pour rien, celle qui exagérait. J'avais vraiment cette image-là, et du coup en fait ça me rendait mal parce que je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Et encore aujourd'hui, mais on me disait souvent tu pleures pour rien, tu te prends trop la tête, arrête d'être comme ça, endurcis-toi. Pendant longtemps, je me suis renfermée et en fait, je n'acceptais plus du tout mes émotions et je me refusais de pleurer parce que je n'avais pas envie de retourner à... en fait, tout de suite, ça me replongeait à la période de mon collège où on se moquait de moi et j'avais plus envie de ressentir ça. J'ai rencontré Lucie en maternelle, mais lorsqu'on est arrivé au collège, c'est là que notre amitié a réellement commencé. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qui elle était vraiment. J'ai découvert une fille sensible, à l'écoute des autres, très empathique mais aussi très timide. Nombreuses crises d'angoisse pendant les cours, elle développait une sorte de phobie scolaire. Elle devait sortir de classe, elle avait beaucoup de mal à respirer. C'était très difficile de la voir comme ça, sans pouvoir réagir, mais j'étais là pour elle au mieux et je l'aidais comme je pouvais, et elle est restée toujours forte. Alors moi, c'est Lila et je suis une amie de Lucie. Donc pour ma part, j'ai rencontré Lucie après le lycée. On était tout le temps ensemble, mais très lentement car on avait beaucoup de mal à la comprendre. Au départ, Lucie était vraiment une personne très introvertie, très solitaire et facile. Elle était souvent dans sa chambre, seule ou avec son casque de musique. Je pense qu'il lui permet d'être vraiment enfermée dans son monde. Elle avait parfois aussi des réactions qui semblaient disproportionnées, c'est-à-dire que des choses qui pour nous étaient banales, qui pour elle vraiment lui faisaient mal, ou on voyait que ça la touchait beaucoup plus que ça nous touchait nous. Elle nous a, expliqué qu'elle voyait un peu le monde différemment, qu'elle avait une vision différente des événements qu'on vivait. Et c'est ce qui faisait qu'elle était peut-être plus sensible que nous et qu'elle ne voyait pas les choses de la même façon. Mais je pense que le fait d'en parler avec nous, de fréquenter de nouvelles personnes, elle s'est sentie beaucoup plus libre et échangée. Et on a vraiment découvert une nouvelle facette de Lucie. Quelques années après, du coup, j'ai su pour mon hypersensibilité. Ça m'a fait du bien de le savoir, et parce qu'en fait, ça m'a permis de comprendre qui j'étais et de comprendre le pourquoi du comment, même s'il n'y a rien à comprendre, mais malgré ça,
Ça me faisait du bien parce que je comprenais qui j'étais. Un autre, en fait, je voyais vraiment ça comme quelque chose de négatif parce que pour moi, c'était vraiment que le côté émotionnel et le côté de tout ressentir et de me prendre la tête, enfin de ce qu'on me disait au collège. Enfin, aucune positivité dans cette hypersensibilité. Et c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question. Je m'en voulais d'être comme ça. Et pour moi, c'était vraiment un échec et j'aimais pas qui j'étais. Et par exemple, après ça dépend des hypersensibles, mais je sais que je fais beaucoup d'insomnie parce que j'ai tendance à penser au passé et au futur. Mais je ne pense pas assez au présent, ce qui m'empêche de vivre le moment présent du coup, et je ne profite pas assez des moments. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de travailler. En fait, mon cerveau, il n'arrête jamais de penser. Il est sans cesse en train de tourner, de penser à mille et une choses en même temps. Et c'est vrai que je me fatigue plus vite que la moyenne à cause de penser tout le temps, mais aussi parce que je capte les émotions de tout le monde. Je suis vraiment une éponge à émotions. Pour vous, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors pour moi, l'hypersensibilité, c'est des gens qui sont des super-héros, parce qu'ils sont du coup plus sensibles que la norme. Donc je dis n'importe quoi, mais ils auront plus de facilité à avoir des émotions, transmettre des émotions, ressentir les choses plus précisément. Donc pour moi, c'est vraiment des gens qui sont dans leur monde et qui peuvent apporter et améliorer les choses au quotidien, puisqu'ils ont un œil neuf que nous, on n'a pas forcément étant dans la norme. C'est quoi l'hypersensibilité? Alors, pour moi, l'hypersensibilité, j'aurais tendance à dire un état naturel de l'être humain, que c'est quelque chose qu'on a découvert, en tout cas, il y a très très peu de temps, et que les médecins reconnaissent et que la société reconnaît depuis très très peu de temps, comme le handicap d'ailleurs, hein, et il y a un changement de la société et du jugement qu'on peut faire sur les personnes qui sont hypersensibles, et c'est un changement qui est très récent parce que j'aurais tendance à dire, il y a encore 10 ans, les personnes qui souffraient, alors j'aime pas tellement ce terme d'hypersensibilité, c'était des personnes qu'on mettait de côté, en tout cas dont on avait un jugement très très négatif, et des personnes que l'on considérait comme en dehors de la société, en tout cas qui ne pouvaient pas apporter grand-chose à la société. Donc pour vous, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Des réactions à toutes sortes de choses en fait. Voilà, ça peut être des réactions comme les allergies ou des choses qu'on ne supporte pas. Enfin. Donc Sophie Clergue, coach et fondatrice du club des hypersensibles à Aix-en-Provence. Et pourquoi avoir fondé ce club? Bonne question. En fait, c'était pendant le confinement. J'ai fait beaucoup d'hypersensibles en étant coach. Je suis coach, moi, depuis 2010. Donc, ça fait longtemps. Et quand le confinement est arrivé, ça faisait déjà depuis 10 ans. Et tout s'est arrêté. C'est-à-dire que toutes mes activités en présentiel, dans les entreprises et avec les gens se sont arrêtées. Et ça a été comme une évidence. Ça faisait longtemps que je parlais d'hypersensibilité, ça faisait longtemps que je savais que j'étais hypersensible, ça faisait longtemps que j'accompagnais des gens qui étaient hypersensibles, mais pas que. C'est-à-dire que j'accompagnais aussi des gens qui ne l'étaient pas. J'étais coach pour cadres et dirigeants et je me rendais compte qu'il y avait une population très grande d'hypersensibles parmi les cadres et dirigeants, voilà, de manière un peu insoupçonnée quelque part, mais qui se cachaient quelque part, qui avaient appris à mettre des masques, qui avaient appris à avoir des postures, qui avaient appris à jouer les personnes insensibles quelque part, ou à se protéger, ou à se couper de leurs émotions. Mais j'accompagnais pas que ça et je parlais pas que de ça. Et à un moment donné, pendant le confinement, au début, ça m'est paru comme une évidence que ce que je voulais faire, c'était aider les hypersensibles pendant cette période qui était quand même très incertaine, les hypersensibles, nous, on capte des informations émotionnelles et sensorielles des autres, et on amplifie les nôtres. Et donc, quand il y a comme ça une crise mondiale sanitaire, plus une crise
humaniste quelque part, hein, parce que un petit peu la confiance en les instances, etc., qui était mise en jeu. Puis il y avait les réseaux sociaux qui venaient créer comme ça de l'insécurité, de on ne sait plus qui croire, on ne sait plus à qui faire confiance. Eh bien, en fait, je me suis dit, ces gens-là, ils ont déjà des doutes, ils sont déjà dans leurs propres émotions, sensations difficiles à gérer. Et en plus, ils captent toutes celles des autres. Donc, c'est la bérésina, quoi. S'ils n'ont pas les outils que j'ai, s'ils n'ont pas les outils qu'on transmet, bah, ça va être très, très difficile. Et notamment, j'ai travaillé avec un collectif de coachs de mon école de San Francisco. On a commencé à accompagner les gens gratuitement qui étaient dans la difficulté, dans le stress. Et ça m'a donné envie de créer ce club des hypersensibles pour fédérer les gens, pour qu'ils ne soient pas seuls et pour pouvoir aussi porter mes messages au plus grand nombre. Et donc, à partir de là, j'ai fait 65 conférences gratuites, je crois, avec le club. En ligne. C'était tout en ligne. Très rapidement, plusieurs milliers de personnes qui sont venues écouter les conférences, qui sont venues poser des questions dans les conférences et qui... Puis, le club, il a pris une autre forme, puisque ça fait bientôt 4 ans. Et donc là, on anime plus une communauté sur les réseaux sociaux maintenant et par mail. Et on propose de temps en temps des masterclass offertes. Moi, je leur écris beaucoup. Mais après, s'ils veulent aller plus loin, puisque moi, après, ça s'est beaucoup développé et j'ai plus eu le temps de faire autant de choses gratuites. J'en fais toujours, mais moins. Donc, je poste sur les réseaux sociaux, je leur écris des mails. On a une communauté aujourd'hui de 50 000 personnes. Je leur écris des mails régulièrement sur mes découvertes, je fais des vidéos. J'ai une petite chaîne YouTube, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand je peux, je mets des choses dessus. Donc ça, tout le club reçoit tout ce que je crée. Et ensuite, si on veut aller plus loin, là, c'est carrément nos parcours d'accompagnement. Il y en a deux. Il y a Empatsup et l'autre s'appelle Vocation. Et Empatsup, c'est vraiment pour apprendre à gérer l'hyper-empathie qui découle souvent de l'hypersensibilité. Et c'est ça, souvent, qui va créer tous les syndromes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, on apprend à chacun à se dégager de ces syndromes, à retrouver ce que j'appelle l'empathie verticale, c'est-à-dire garder l'empathie, mais avec une puissance intérieure, une solidité intérieure, une assurance qui fait qu'on ne va pas s'oublier, on ne va pas disparaître, on ne va pas se faire tout petit au détriment quelque part de ce qu'on est venu accomplir dans cette vie et au détriment de l'impact qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est Empatsup. Et là, c'est vraiment un mélange de coaching individuel. J'ai une équipe maintenant, on est 12, enfin 11. Et j'ai des coachs experts de l'hypersensibilité qui travaillent avec moi et des thérapeutes. Donc, il y a des accompagnements individuels avec des accompagnements où moi, je coach les gens dans le groupe, en groupe. Donc là, actuellement, il y a une centaine de personnes dans Empatsup. Je n'ai même pas posé cette question, mais pour vous, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Excellente question, parce que c'est encore pas quelque chose qui est arrêté au niveau de la définition, on va dire, officielle. Il n'y a pas d'officiel sur l'hypersensibilité, et tant mieux, enfin tant mieux. En tout cas, tant mieux jusqu'à maintenant, parce que ce n'est pas, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est pas considéré par la médecine. C'est comme si je vous disais, c'est quoi être blond? Vous voyez? C'est une caractéristique. Il y a des blonds, il y a des bruns, ça on le sait. On peut pas le nier. Évidemment qu'on peut en souffrir. Évidemment qu'il y en a qui peuvent vraiment avoir des problématiques de santé mentale quand ils ont une hypersensibilité qu'ils n'ont pas réussi à gérer ou qui a été plongée dans des environnements traumatisants, des environnements agressifs, toxiques pour eux, etc. Donc, les problématiques profondes, notamment le burn-out, la dépression, oui, les hypersensibles, ils sont plus sujets. Et on a parlé de suicide, c'est carrément le point le plus grave. Ils y sont plus sujets parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur hypersensibilité. Mais l'hypersensibilité n'est pas un problème à la base. Voilà, c'est comme si on disait une caractéristique physique que les gens qui sont plus petits, par exemple, que la moyenne, eh bien, en fait, si on n'a pas adapté le mobilier, c'est une galère pour eux la vie, quoi. Mais c'est pas parce que c'est pas le fait qu'ils sont petits qui rend leur vie difficile, c'est l'inadéquation entre ce qu'ils sont et leur environnement. Eh bien, là, c'est la même chose. On se rend compte que quand on est capable de prendre des décisions fortes, d'adapter son environnement à qui on est,
de être capable de dire certaines choses, d'être capable d'exprimer certaines choses, d'être capable de se gérer, d'être capable de gérer ses émotions, d'être capable de réparer ses blessures, de réparer ses traumatismes. Voilà, de faire ce qu'on a besoin de faire pour être en paix à l'intérieur de soi, eh bien, la vie devient merveilleuse pour les hypersensibles. Donc, l'hypersensibilité, pour moi, telle que je la définis, et encore une fois, ça vient de Anita Morgiani et de Hélène Aron, c'est vraiment un ensemble d'aptitudes qui vont faire qu'on va capter de l'information plus que la moyenne. Et ces informations, ça va être des informations intellectuelles, enfin cognitives, émotionnelles et sensorielles. Donc, on va sentir ce que pensent les autres ou le déduire, hein, ça peut être de la déduction, je ne dis pas que c'est complètement magique, mais il y a une capacité de perception des détails, des signaux faibles, voilà, et qui va s'amplifier avec l'expérience si on ne bloque pas le phénomène, et qui va faire qu'on va avoir vraiment une perception de ce que les autres pensent, plus ou moins, et de ce que les autres ressentent. Et donc, ça va venir nous impacter fort, et on va l'amplifier. Et nous, tous nos sens vont être décuplés aussi, ou pas tous, mais certains. Donc, il y en a qui ont eu un odorat très développé, d'autres une vision très précise, d'autres une ouïe très développée, d'autres un toucher très, très subtil. Et donc, tout ce qui va être des stimuli trop exacerbés vont venir être agressifs, en fait. Moi, je sais qu'une odeur me réveille. Une mauvaise odeur peut vraiment me créer un mal de tête, une nausée. Donc, c'est une amplification sensorielle, une amplification émotionnelle et une amplification intellectuelle. Et on parle de pensée en arborescence. Voilà, c'est une façon aussi de penser, une façon d'appréhender l'information et une façon de comprendre les autres, qui est à la fois intéressante, parce qu'elle est en arborescence, justement, et qui peut à la fois être confusionnante si on ne sait pas bien le gérer et que bah, ça part dans tous les sens, quoi. En sorte, nous, d'en faire une force. Mais aller dire, ouais, mais attends, tu dois faire ci parce que moi, je suis hypersensible. Non, les autres n'ont rien à s'adapter à nous. Enfin, si nous, déjà, on s'adapte à nous-mêmes et qu'on sait bien faire les choses, on créera le changement dont on a besoin dans le monde. Soyons le changement dont on a besoin. Puisqu'on est super empathique, bah, allons créer le lien avec les autres et ceux qui ne nous comprennent pas pour qu'ils comprennent des choses. Non pas sur l'hypersensibilité de manière générale, mais déjà sur nous, comment on fonctionne. Et comme j'ai dit qu'on était tous uniques, l'important, c'est que vous donniez des clés aux autres pour vous comprendre. Pour dire, mais tu sais, moi, quand il y a beaucoup de lumière, il me fatigue énormément et après, je ne suis pas très productif au travail. Donc, est-ce que c'est possible, par exemple, qu'on baisse un petit peu cette lumière? Moi, par exemple, dans l'open space, s'il y a trop de bruit pendant trop longtemps, je perds un petit peu ma capacité de concentration. Est-ce que c'est possible que j'aille dans la salle de réunion pendant 2 heures cet après-midi pour finir ce que j'ai à faire? Voilà ce qu'on doit faire, c'est savoir comment on fonctionne et transmettre comment on fonctionne. Mais pas nécessairement pour moi, c'est intéressant de parler d'hypersensibilité pour que les gens se reconnaissent et pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas une fatalité d'en souffrir. Mais ce n'est pas pour revendiquer quelque chose, pour dire on est une minorité, regardez-nous, on veut être considéré. Non, c'est à nous de faire le job. Dernière question. Justement, nous savons qu'il n'y a pas assez de recherche à ce sujet. Donc, selon vous, pourquoi et comment on pourrait améliorer les choses, justement, à ce sujet et crédibiliser un peu plus? En médecine aussi, je parle de plus en plus aux médecins, je vois qu'ils comprennent ce que je dis et que ça leur parle. J'ai plein de médecins dans mes programmes. Donc, c'est vraiment en train d'arriver. Est-ce que ça doit être vraiment pris sous l'angle de l'hypersensibilité? Je ne sais pas. Parce que pour moi, encore une fois, l'hypersensibilité n'est pas un problème, c'est juste quelque chose à observer. Par contre, le fait que on comprenne qu'il y a cette partie-là de la population et que la société puisse s'adapter à eux, ça, pour moi, ça viendra plutôt des hypersensibles que de la société en elle-même. À partir du moment où les hypersensibles assument et revendiquent gentiment certains aménagements, eh bien, petit à petit, ça va le faire. Mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'argent qui sera mis dans la recherche dans la mesure où ça n'est pas une pathologie en soi. Enfin, je trouve que ça vaudrait plus le coup de mettre de l'argent sur la recherche contre le cancer, franchement.
Voilà. Au-delà de ça, l'hypersensibilité m'a permis de ressentir un amour fort et unique pour les personnes que j'aime, ainsi que d'être très empathique envers elles. Grâce à l'hypersensibilité, j'ai pu ressentir l'amour, l'amitié, la joie, les éclats de rire, la tristesse et le désir. Une fois que tu as compris que l'hypersensibilité, c'est plus un allié qu'un ennemi, tu te sens mieux, beaucoup mieux. Et moi j'ai compris enfin que l'hypersensibilité c'était un cadeau de la vie. J'espère que ce documentaire aura aidé des personnes qui en doutaient, qui le savaient mais se sentaient seules ou tout simplement par curiosité. J'espère avoir libéré un peu la parole et d'aider ne serait-ce qu'une personne. J'aurais eu la satisfaction de réussir mon objectif parce que oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres parce que j'aurais aimé avoir ce genre de documentaire lorsque je me posais énormément de questions. Mais maintenant, je suis prête à vivre, à sortir et même à danser avec toi. It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete.